Et oui, on est toujours là, 2026, on est là, bonne année, je sais, on a eu la neige et puis la tempête, mais moi j'ai 4 bonnes nouvelles, pas 3, 4 aujourd'hui. C'est votre nouvelle année et elle sera exceptionnelle, je peux vous le dire. C'est votre argent, c'est votre week-end et ce que je peux vous dire aussi, c'est que ça sera une émission exceptionnelle parce qu'on va se projeter, allez on oublie 2025, on se projette sur 2026 pour l'économie, pour la finance, les marchés, évidemment, le seul truc qui vous intéresse, je sais, votre argent. Au sommaire aujourd'hui, le mot de la semaine, c'est nouvelle EL, E2LE. Vous verrez pourquoi. La question macro, c'est la croissance économique mondiale. Sera-t-elle meilleure en 2026 dans le monde ? Et nous, en France, j'entends qu'on révise à la hausse les prévisions de croissance. Emmanuel Macron est très content, il prévoit qu'on aura 1,2% grâce à l'Allemagne. On verra si c'est vrai ou pas. Le chiffre de la semaine, c'est à vous de deviner et à nos experts d'en parler. Le nombre de baisses des taux qu'il y aura aux États-Unis en zone euro. Vous savez qu'en 2026, vous savez qu'on disait à la fin de l'année que c'était la fin de la baisse du cycle de taux. Pourquoi je parle autant de taux d'intérêt dans cette émission ? Parce que c'est fondamental pour votre argent, fondamental pour votre placement, fondamental pour l'immobilier, fondamental pour l'économie. En deuxième partie de l'émission, évidemment, la question que vous posez tous, la bourse en 2026, après cette chevauchée fantastique en 2025, stop ou encore une année de record. Quelle sera pour nos invités l'élément le plus important à surveiller pour la bourse en 2026 ? La question d'argent, évidemment, puisqu'on a des spécialistes de l'allocation d'actifs, c'est où est-ce qu'il faut placer son argent en 2026 ? Le top ou le flop et évidemment le top 3 des gérants 2025. Qui a gagné en 2025 ? Vous attendez ça, moi aussi, les actions à acheter ou vendre. Mais vous le savez maintenant. Pour une émission exceptionnelle, en 2026, on s'est dit qu'il fallait des invités exceptionnels. J'ai donc le plaisir de vous présenter nos Jedi de l'économie et de la finance. Elle nous a rejoint récemment et fait désormais partie de notre pool club d'économistes éclairés. Bravo. Merci. C'est quand même, là vous démarrez l'année en fanfare. Exactement. Ça, c'est un achievement majeur. Je rappelle que vous êtes senior économiste chez TAC Economics. Vous voulez juste nous rappeler rapidement ce qu'est TAC Economics ? C'est une boîte de conseil indépendant qui utilise l'IA pour faire des projections à la fois côté asset manager et grands groupes. D'accord, donc vous allez pouvoir nous dire où va la croissance, où vont les taux d'intérêt, vous allez tout nous dire, la bourse, qu'on doit acheter, tout. Exactement. C'est génial, on n'a pas besoin des autres invités. On reste les deux. Il publie régulièrement son allocation d'actifs cibles et on est de plus en plus nombreux à le suivre. Je vous suis, moi, Alain Pitou, vous êtes advisor chez AI4Alpha, donc vous publiez, je rappelle, sur Twitter et sur Substack aussi, j'ai mis des portefeuilles sur Substack qui utilisent les expertises d'AI4Alpha qui permettent de construire des portefeuilles en utilisant l'intelligence artificielle. Et c'est pas mal parce que ça permet d'optimiser les performances et d'optimiser le coût de performance-risque. Voilà. Alors, ce début d'année, on avait besoin d'elle pour savoir comment les plus grandes fortunes qu'elle gère vont investir en 2026. On va avoir tous les secrets des grandes fortunes françaises et européennes. Pascal Sévy, vous êtes directrice commerciale Lombard Odier France. Vous allez tout nous révéler ? Sans intelligence artificielle en plus. On va essayer de vous éclairer au maximum en tout cas. Alors lui, c'est l'homme, le maître, j'ai envie de dire, des signaux faibles qui deviennent des tendances fortes. Alors j'ai hâte de connaître ce qu'il nous annonce pour 2026. Jean-François Robin, bonjour, toujours un plaisir de vous recevoir. Vous êtes responsable mondial de la recherche de Natixis CIB. J'ai choisi comme mot de la semaine, nouvelle. Pourquoi nouvelle ? Parce que d'abord évidemment, un monde nouveau, c'est une nouvelle année. Bonne année encore, Et puis on dit depuis quelques jours, l'année a démarré sur des chapeaux de roue avec l'arrestation de Maduro, la situation au Venezuela. On parle d'un nouvel ordre géopolitique et politique mondial. Est-ce qu'on peut parler aussi, Jean-François Robin, d'un nouvel ordre économique mondial en 2026 ? Je ne sais pas si c'est un nouvel ordre économique mondial. Moi, j'ai l'impression finalement que 2026, malgré tout ce qu'on dit, tout ce qu'on vit au quotidien, là, ce début d'année, comme vous le disiez, en fanfare, j'ai l'impression que 2026 va être plus facile que 2025. Et finalement, macroéconomiquement, je vois les risques un petit peu moindres qu'en 2025, où on était comme des lapins devant un phare avec cette guerre tarifaire qu'on n'avait pas vue depuis les années 30, etc. Finalement, ça, c'est derrière nous. On sait que les tarifs sont passés de 18 à 14, qui va sûrement les rebaisser avec l'Inde, qui va sûrement les rebaisser parce que lui, son énorme sujet, c'est d'essayer de se faire, de passer l'obstacle des mid-terms en novembre. Et on parle d'affordability crisis, c'est dans tous les headlines américains, c'est-à-dire que c'est la guerre du pouvoir d'achat. Donc, il faut qu'il redonne du pouvoir
pouvoir d'achat. Et donc la façon de le faire, il vient de s'apercevoir que les droits de douane c'était inflationniste, donc il va sûrement les rebaisser. Donc ce choc 2025, moi je le vois moins en 2026. Dans le même temps, vous avez des banques centrales qui ont fini leur mouvement de baisse, On va en parler. qui vont continuer. Donc tout ça fait un environnement finalement qui me semble moins anxiogène, je parle de macro, que ça l'était en 2025 paradoxalement. Oui, c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans les prévisions. Je regardais, on en parlait tout à l'heure avant de démarrer l'émission, toutes les prévisions. On a l'impression que les prévisions, c'est une année normale. Oui, puis surtout, on a une résilience complètement, c'est le mot de la 2025 finalement. Malgré tout ça, toutes les économies, y compris françaises, ont été très très proches de leur potentiel. L'économie américaine qu'on dit voilà, finalement Ouais, se défend bien. Voilà, il y a un moment où on parlait de récession, finalement on va être autour de 2, peut-être un peu plus, un peu moins, mais ça résiste. L'économie européenne, on disait ouais, ça va être la victime entre le marteau et l'enclume. C'est pareil, croissance potentielle. Regardez la France, on est très très proche de son potentiel. Croissance potentielle, d'accord, mais croissance potentielle très faible. Non, mais je suis ça, on est d'accord. Hein. Mais regardez le Japon, on est sur des rythmes qu'on n'a pas vu depuis 30 ans. L'Inde qui finit l'année à 8% de croissance avec 50% de droits de douane, etc. Donc on est sur les économies, vous avez regardé ça de près, des économistes indiens réputés disent que les chiffres sont faux. Alors oui, non mais ça... en fait, c'est pas 8, 6, c'est 2,5%. Je suis complètement d'accord, et c'est comme avec les chiffres chinois, c'est probablement bientôt comme avec les chiffres américains. Ce qu'il faut, c'est utiliser les mêmes, hein, parce que le thermomètre, il faut utiliser le même thermomètre. Donc si on prend le même thermomètre... La même bassin. Voilà, si on prend à peu près les mêmes choses avec que ce soit en 2025 ou en 2024 ou en 2026, l'Inde, c'est un pays qui pour l'instant a résisté. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les exportations indiennes, la part des exportations indiennes en termes de valeur ajoutée aux US, c'est moins de 2%. Donc c'est un tout petit truc pour eux. Avec les événements qu'on a vécus notamment au Venezuela, est-ce que là, on est dans un nouvel ordre ? Alors, politique, c'est certain, hein. Mais Léa, est-ce qu'on est dans un nouvel ordre économique mondial ? Non, je pense pas. Je pense que c'est exactement ce que dit Jean-François. En fait, l'année dernière, le sujet, c'était est-ce que ça casse, est-ce que cette incertitude casse la croissance ? En fait, cette année, tout va bien. Hein. Le bâton et la carotte, cette coercition ou autre, ça marche, c'est pas un sujet. On est en plus face à ces questions de révolution industrielle, IA, productivité, effet richesse ou autre. Ça, c'est pas quelque chose qui va s'arrêter cette année. Donc en fait, la vague de soutien qui est arrivée l'année dernière, en fait, elle se poursuit cette année. Et donc on a une logique de croissance mondiale qui va réaccélérer, parce qu'en fait, les économies sont au potentiel. En plus, les questions de conditions financières sont extrêmement favorables. Les banques centrales sont près de la fin. Plus cette révolution IA. Donc même si on a des chocs géopolitiques qui vont continuer, hein, le Venezuela, c'est pas une très positif, hein, et Jean-François aussi. En fait, il y a beaucoup moins d'incertitudes qu'on l'avait l'année dernière. En fait, l'économie s'adapte, l'appareil productif s'adapte, les ménages s'adaptent, et le sous-jacent est bon. En fait, les conditions financières tiennent. On a de la productivité qui va compenser tout ça. Les entreprises front-load le reste. Donc, quand on met tout ça ensemble, alors effectivement... Et ça va profiter à tout le monde, ou principalement aux États-Unis, mais en Europe aussi. Enfin, vous avez l'air de dire, Jean-François dit, tout le monde et sa croissance potentielle. Et finalement, cette croissance potentielle, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'elle peut augmenter, parce que pour qu'elle augmente, il faut que la productivité augmente. Si l'IA fait son job, on pourra avoir plus de productivité, donc une croissance potentielle plus forte. Alors c'est des effets longs, hein, ça ne va pas nécessairement être des effets 2026. En fait, les divergences dans le scénario pour l'année prochaine, c'est qu'est-ce que font les US. Et il y a ceux qui disent, en fait, les tarifs, on va avoir les effets rétroactifs, et donc l'année prochaine, ça va être un peu plus compliqué. Et l'autre qui dit, oui, on va avoir ces effets des tarifs, mais au final, c'est pris sur les marges des entreprises, ça tient, les conditions financières sont bonnes, les ménages consomment. Et encore une fois, je pense qu'il y a cet événement des midterms qui fait que de toute manière, l'administration américaine, avec ce One Big Beautiful Bill qui va aussi porter ses fruits, on aura du soutien budgétaire. Donc quand on met tout ça ensemble, en fait, on a un boulevard extrêmement positif sur cette année. Par contre, c'est assez ambivalent, c'est-à-dire que les scénarios sont très binaires. C'est que les probabilités de choc extrême, par contre, augmentent beaucoup plus fortement qu'elles ne l'étaient. Mais dans l'ensemble, sur ce scénario-là, pour nous, 2026, c'est une bonne année. C'est une bonne année. C'est une bonne année. Alors après, effectivement, on a 2,5 de croissance aux US, 1,3, 1,4 en zone euro. 2,5 de croissance aux US, vous êtes dans le haut de la fourchette. On est dans le haut du range. On est dans le haut du range. Vous, Jean-François, vous êtes à combien à peu près ? Nous, on est à 1,8, on est plus prudent, parce qu'encore une fois, Pourquoi vous êtes à 1,8 par rapport à un scénario que décrit Léa ? Encore une fois, il n'y a pas de gagnant à une guerre commerciale, mais le principal perdant à une guerre commerciale, c'est celui qui la déclenche. Ouais. Hein. Et encore une fois, on voit bien que l'inflation monte aux États-Unis, qu'il y a quand même, depuis que Trump est arrivé, il y a 73 000 destructions d'emplois industriels depuis qu'il est là, que les PMI, les PMI, donc les indicateurs avancés de l'industrie aux États-Unis, ils sont plus bas depuis 14 mois. Donc l'idée d'une réindustrialisation, d'un choc favorable à l'économie américaine, ça ne se retrouve pas sur la consommation, puisque l'inflation monte et le chômage monte. Et puis il y a cette croissance en cas dont on parle beaucoup. Et croissance en cas, mais il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, on va voir les chiffres tout à l'heure, on est sans doute autour de 4,5, 4,6% de taux de chômage, on est à 3,4%, que l'inflation est à 3%, on était à 2,1%, donc il y a plus d'inflation, donc moins de pouvoir d'achat.
et on pourra en reparler avec la France, hein, mais ça veut dire qu'ils ont moins de pouvoir d'achat, il y a moins de personnes qui ont du travail, et en plus il y a une désindustrialisation. Donc c'est quand même pas pour l'instant un succès. Mais ce qui est très intéressant, c'est que l'économie américaine résiste, mais peut-être au prix d'ailleurs de finances publiques délirantes. Hein. C'est quand même, encore une fois, ils vont remettre 7% de déficit cette année, le plus fort déficit américain en temps de paix. Ils vont remettre ça en cette année. Alors si en plus il veut faire 50% de défense militaire en plus, voilà, on est dans un truc qui explose. Mais attention quand même, hein, il y a plein de fragilités à l'économie américaine. Hein. Mais c'est pas ce que vous avez l'air de dire. Encore une fois, ça n'empêche pas l'économie américaine de faire 2%. Là, je pense qu'on vous dites vous avez dit résilience. Ouais, mais ce qu'on dit là, c'est un scénario central. Et Léa dit adaptation. Non, mais c'est des bases fragiles. C'est-à-dire que le scénario repose quand même sur des effets richesse auto-entretenus par ce bon rebond et ce soutien des marchés actions, que ça tient par une dépense budgétaire qui est massive, avec des tensions sur les taux longs, avec une prime de terme qui augmente structurellement. Donc c'est une croissance américaine qui va bien, mais avec des contraintes budgétaires, avec des contraintes fiscales, avec probablement des tensions autour des taux au moment du changement des membres de la Fed. Donc c'est une bonne croissance, mais extrêmement fragile. Un petit chiffre peut-être, pour aller dans ce sens-là, c'est que ça tient. Typiquement, aujourd'hui, la consommation américaine, elle est ultra concentrée chez les plus riches. 10% de la consommation, 10% des plus riches, c'est 50% de la consommation. Et donc ça, c'est un truc qu'on n'a jamais vu, une telle concentration des effets richesse. Et ça, c'est lié à l'effet richesse. Voilà. À l'effet richesse. Et donc c'est là où, là, pour l'instant, ça tient. Mais si demain, on a une explosion de la bulle, on peut en parler, on a des effets richesse négatifs, hein, dans l'autre sens. Là, on a un petit sujet. Hein. Aujourd'hui, les 10% des plus riches, c'est 50% de la consommation, c'est 87% de détention des actions. Hein. Le stock d'actions, il y a beaucoup d'acheteurs particuliers, mais dans le stock, c'est 87 pour les 10% les plus riches. Tout tient sur la bourse. Et 10% les plus riches ont 44% de l'immobilier. Donc il y a une ultra concentration qu'on n'a pas vue depuis plus de 100 ans. Hein. Pascal, qu'est-ce que vous dites chez vous sur les prévisions? Vous êtes aussi optimiste que nos amis? Sur tout ce qui vient d'être dit sur la partie économique, qu'elle tient, la résilience, etc., on est tout à fait d'accord, je partage complètement. En revanche, vous parlez de nouvel ordre économique mondial. Moi, je minimiserais pas du tout toute la partie géopolitique qui peut quand même avoir un très fort impact malgré tout sur l'économie, parce qu'on continue d'être alors c'est pas nouveau sur 2026, mais on continue d'être dans un monde de plus en plus fragmenté, avec des alliances qui se font, qui sont c'est pas forcément mauvais pour l'économie, ça. Non, c'est pas mauvais. Si chacun a sa zone d'influence, en fait, dans ce nouvel ordre économique mondial et nouvel ordre géopolitique. Tout dépend, en fait, comment ça va s'articuler, qui vont être les gagnants, qui vont être les perdants. Moi, je suis quand même assez inquiète sur l'Europe de manière globale, pas sur les chiffres 2026 de croissance. Mais on a quand même sur l'avenir. Europe, oui, on a une Europe qui est restée beaucoup sur le libre-échange. En vérité, ce qui sauve l'Europe, c'est parce qu'il y a un plan de relance en Allemagne qui a la défense. Donc, c'est en fait, ils subissent des pressions qui les obligent à. Mais c'est pas naturel, entre guillemets. Et je suis pas certaine que l'Europe aujourd'hui se soit bien mise dans cette posture de nouvelle souveraineté, de nouvelles alliances. Et les États-Unis, non, pour l'instant, non, c'est clair. Après... Moi, j'ai quand même, pour moi, j'ai un peu de crainte là-dessus. Et je pense que tout ça peut à terme quand même avoir des effets économiques. Alain ? Oui, je partage. En fait, je pense que là, on va avoir en 2026 un télescopage entre le court terme, ce que vous évoquez là, où je suis tout à fait d'accord, et des tendances lourdes de fragmentation, comme le disait Pascal, qui sont que on a le bloc Amérique qui veut qui veut vraiment parce qu'America First, c'est Amérique, qui veut se frictionner vraiment avec la Chine, et ça, c'est quand même pas bon. Et quand on regarde les événements géopolitiques en ce moment, ils sont clairement articulés autour de ce problème de l'énergie, des matières premières, de contrôler l'accès. Et on voit ce qui se passe au Moyen-Orient, où les Américains veulent garder la main, avec la Turquie, Arabie Saoudite, Israël qui va, je pense, maîtriser la situation sur cette zone. Et il y a un problème qui va arriver, je pense, dans quelques mois, années, c'est l'Afrique qui va être le terrain de jeu de confrontation générale. Et il y a déjà à peu près aujourd'hui une trentaine de conflits en Afrique, et on évoque la possibilité qu'il y en ait encore plus, qui est quand même un élément déstabilisant quand même, parce que ça touche des matières premières sensibles pour l'économie dans les 10 ans qui viennent. Donc attention, c'est quand même un sujet. Alors effectivement, c'est pas forcément un sujet de court terme, mais ça peut être un élément de lecture de ce qui va se passer. J'ai une question pour vous, Jean-François Robin. On a eu les chiffres du déficit commercial américain au plus bas depuis 2009. On s'est beaucoup foutu de la gueule de Donald Trump en disant il a un raisonnement qui est simpliste. Il veut réduire le déficit commercial en faisant baisser le dollar et en mettant des droits de douane. Mais finalement, est-ce qu'il n'a pas raison? Est-ce que ça marche pas son truc? Moi, je suis quand même dans le camp de ceux qui regardent ça avec un petit peu avec beaucoup de gros sel, Guérandet, là, c'est que quand vous prenez les chiffres de déficit commercial américain, oui, ils sont au plus bas depuis 2009 sur les 2 derniers mois de l'année. Pourquoi? Parce qu'il y a eu du front-loading en début d'année. C'est-à-dire que tout le monde aux États-Unis, voyant venir les droits commerciaux, les droits de douane, ont acheté énormément. Mais si vous regardez sur 12 mois glissants,
Le déficit commercial américain, il augmente en 2025 de 17% par rapport à 2024. C'est un record. Donc en fait, les 3 derniers records de déficit commercial américain, c'est sous Trump quand même. Donc ça s'améliore pas. Mais ce qui est tout à fait normal, hein, ça c'est vraiment un truc que je dis à mes étudiants à la Sorbonne, hein, c'est que si vous mettez des hausses de tarifs, vous baissez la consommation, mais vous améliorez absolument pas votre déficit en fait. On n'améliore pas son déficit. Non, pas du tout, ça marche pas. Ça n'a jamais marché, ça marchera pas et ça ne marche pas dans ce cas actuel. Allez, la question macro, on va se concentrer sur la France. On a parlé beaucoup du monde. Est-ce qu'on va vers une meilleure croissance en France on pense pas. Disons qu'elle sera moins. Oui, il n'y a pas de quoi écrire avant. Vous m'avez dit que vous alliez là. On révise à la hausse. On est sur 1%, mais en fait, quand on regarde la dynamique, l'acquis de croissance et les PMI, ça fait 3 ans qu'on n'avait pas eu toutes les composantes des PMI, donc des indicateurs avancés typiquement. Et nous, on utilise des indicateurs avancés justement à base de big data notamment, qui marchent très très bien. Et en fait, on voit qu'on a un premier trimestre et un deuxième trimestre qui est pas mauvais. Et donc, on risque d'avoir. Alors, attendez, moi, j'essaye de comprendre parce que on est confronté à l'actualité, vous et nous, tous les jours, qui est quand même hyper anxiogène. On a l'impression que le pays est à l'arrêt. D'où vient cette croissance ? Alors d'abord, la bonne surprise de l'économie française, c'est que l'industrie se tient bien. On voit bien les exportations, ça je vais très vite. On voit bien tous qu'on exporte des Airbus, qu'on est le 2e vendeur d'armement du monde, après les États-Unis. Donc il y a plein de forces de l'industrie française qui se passe bien. Ça, c'est un truc. Ensuite, ce qu'on voit bien, c'est que ce qui est le gros moteur de l'économie espagnole, typiquement le tourisme, nous, ça se passe encore mieux. En 2025, on bat de nouveau les Espagnols. Là, on voit une saison touriste exceptionnelle. Donc, deuxième moteur de la croissance. Mais c'est pas un gros moteur de la croissance. Mais c'est un moteur. Que c'est là. Vous avez l'immobilier qui était un moteur qui était complètement à l'arrêt. Là, on est sur des distributions de crédit à 2 chiffres dans le groupe BPCE typiquement. Donc les distributions de crédit, c'est moins pire. C'est pas un retour à 2018, mais ça redémarre quand même. Et la consommation. J'allais y revenir. C'est qu'en fait, contrairement à ce qu'on peut penser, ce qui se passe aujourd'hui en France, c'est qu'on a une inflation qui est la plus basse. Après Chypre, mais on va dire la plus basse d'Europe. On est à 0,7. 0,7. Et donc ça veut dire quoi d'une inflation à 0,7 en France ? Ça veut dire qu'on est le pays en Europe qui a les plus forts gains de pouvoir d'achat. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça ne se traduit pas pour l'instant dans beaucoup de consommation, mais n'empêche que sur les 2 derniers trimestres, la consommation française, elle n'est pas négative. Donc tous les moteurs sont relativement allumés. Le plus gros moteur, qui est celui de la consommation, qui est toujours un petit peu qu'on attend là. Et puis ce qu'on attend tous en 2026, qu'on n'a pas du tout eu en 2025, c'est le retour de l'économie allemande qui doit être le moteur de l'économie. C'est ce que dit Macron. Macron dit on va être tiré par la croissance allemande. Ce qui est clair, c'est que ça fait 6 ans que ce moteur, et je rappelle que l'Allemagne, c'est le plus gros de très loin moteur de l'économie de la zone euro. On parle d'un truc qui est quasiment à 5 points de PIB mondial. C'est 2 fois et demi plus gros que le Brésil, l'Allemagne. Donc c'est un gros moteur qui redémarre. Et eux, il y a toutes les chances qu'ils soient à un rythme de croissance qu'on n'a pas vu depuis 1989. Vous êtes d'accord avec cette vision optimiste, Léa, de la croissance française ? Alors nous, on est à 1,1, mais on ne va pas jouer au chiffrage près. Non, il y a 2 choses à rajouter. Le scénario, absolument en adéquation. Le premier, c'est que effectivement, en plus de ce moteur allemand, il ne faut pas oublier que l'année prochaine, enfin cette année du coup maintenant en zone euro, il y a tout le restant des plans NGU qui doit être déboursé. C'est quoi les plans NGU ? Donc c'est les plans qui est arrivé en soutien post-Covid, qui s'arrêtent en 2026. À peu près 50% des plans n'ont pas encore été livrés au niveau européen et seulement 30% des plans ont réellement été rentrés en infrastructure ou autre. Et donc il y a à peu près encore 150 milliards restants qui arrivent cette année sur l'ensemble européen. Alors l'Italie, l'Espagne, c'est les principaux contributeurs, ce qui fait aussi pourquoi l'économie italienne va bien aujourd'hui. Mais on a non seulement les plans de rebond, de rebond liés à l'Allemagne, mais on a aussi cet effet NGE qui arrive. Et le deuxième point, alors sur les modèles qu'on utilise, et c'est ça la spécificité, on utilise du machine learning, donc on fait aucune hypothèse. Et en fait, c'est des données d'effet seuil qui arrivent. Et en fait, là, sur la France, on commence à être juste à des niveaux de seuil critiques, notamment sur des indicateurs de confiance, qui feraient basculer le régime français d'une croissance molle autour de 1 à un régime qui amènerait une croissance entre 1 et 1,5. Donc les combinaisons de lecture globale. On a bien fait de venir. Moi, je me demandais pourquoi je suis venu aujourd'hui, mais là, vous m'annoncez que des bonnes nouvelles, là, les économistes. Alors après, est-ce qu'il faut se satisfaire d'une croissance française proche de 1,1 ? D'accord, non, mais attendez, déjà, moi, mon discours depuis des mois, c'est l'économie est à l'arrêt. Jean-François me dit pas du tout, et vous me dites pas du tout. Attention, c'est-à-dire qu'on a quand même l'échéance politique française cette année, 2027 une année électorale. Excusez-moi l'expression, le bordel total dans lequel on est. On vous dit. L'estimation, typiquement, c'est moins 0,2. Donc il y a quand même tout ça. C'est malgré 0,2 de croissance en moins dû à l'incertitude liée à notre commedia dell'arte politique. Ça, on le chiffre à 0,2, c'est intéressant. À 0,2 parce qu'en fait, on a beaucoup d'attentisme de programmes, notamment sur l'investissement. Je disais que ça se passait très bien, mais ce qui se passe très très bien en France aujourd'hui, c'est les exports. Mais en fait, aujourd'hui, c'est bien ce qu'on voit aujourd'hui dans les programmes d'investissement, typiquement les data centers, etc. Il y avait une énorme dynamique qui était française. C'est le premier réceptacle d'investissement en Europe depuis 5 ans.
ça s'est arrêté ce truc-là. Et aujourd'hui, on va plutôt regarder des data centers en Espagne. Il y a un peu de coup d'arrêt, wait and see. D'accord, mais 0,2 c'est... 0,2 c'est pas grand-chose, mais c'est quand même plus que ce que va nous attirer le moteur allemand typiquement. Allez, je voudrais garder un peu de temps pour cette question-là qui est très importante. C'est le chiffre de la semaine qui est adiviné, vous allez nous le dire. C'est le nombre de baisses des taux aux États-Unis en zone euro. Je le disais tout à l'heure, on parlait en fin d'année, notamment sur ce plateau, de fin de cycle de baisse des taux avant qu'on parte en vacances. Bon, moi je me mouille, je pense que les États-Unis vont faire des jumbo cuts après la nomination d'un nouveau patron de la Fed en mai. Christine Lagarde va devoir aussi, contrairement à ce qu'elle a dit, baisser ses taux en zone euro. Vous dites quoi, Léa? Totalement l'inverse. Les jumbo cuts de la Fed, alors nous on a 2 baisses de taux à venir de la Fed sur un 0,25. Ouais, donc ça mène 3,25 sur la range donc de la vous Fed. Pas sur, moi je suis plutôt sur 2,5, vous n'êtes pas du tout là-dessus. Alors pourquoi j'y crois pas? C'est une possibilité effectivement avec le changement du board de la Fed. Vous savez, quand on n'est pas d'accord avec moi, on ne revient plus, mais c'est pas grave. Je maintiens mon indépendance, j'assume ne pas être d'accord. Non, mais c'est juste pour savoir si vous avez communiqué les règles. Les règles ne tiennent plus désormais. Vous savez, c'est un monde sans règles. Donc je prends les règles et je les transforme. Le nouvel ordre mondial. Exactement. Non, c'est plutôt le fait que si on est effectivement sur ces jumbo cuts, on sait très bien que l'épisode qu'on a connu en avril va se reprendre, le marché va se tendre sur la partie longue, une hausse des tensions sur les taux sur la partie longue, c'est aussi les taux mortgage dans ces contraintes d'affordability. Je pense que le point de rappel de ce qu'a fait Trump en avril, ça a quand même été les marchés obligataires, et je pense qu'effectivement, si on rentre encore une fois sur cette question... Donc vous n'y croyez pas du tout? Je ne sais pas que j'y crois pas, je pense qu'on ne peut plus mettre de probabilité nulle à ce que peut faire Et en zone euro, vous êtes... Zone euro, ça fait très longtemps que moi je suis un scénario de statu quo, on arrête... Moi, je pense qu'on aura 2 baisses des taux encore, donc on va se retrouver en fin d'année. Si on avait dû les avoir, elles seraient passées avant. Aujourd'hui, avoir une période de statu quo, puis 2 baisses de taux, ça me paraît incohérent, surtout dans le constat qu'on met. L'inflation est proche de la cible, elle devrait même encore un peu baisser. La croissance est au potentiel. Je pense on gère la crédibilité, on bouge pas. Par contre, si on se trompe sur le scénario zone euro, pourquoi pas, mais pas à ce stade. Bon, Léa, donc on lui dit au revoir. Merci beaucoup. C'était sympa de vous avoir. Jean-François, vous êtes d'accord avec moi? Non, nous, ce qu'on dit sur la Fed, c'est plutôt 3 baisses de taux, mais pour des raisons. Mais pas de jumbo cut. Mais quand même pour des mauvaises raisons, parce qu'encore une fois, aujourd'hui, il y a l'inflation telle qu'elle est, le taux de chômage remonte, ce que je disais tout à l'heure, on est sur, encore une fois, deux problématiques. On parle d'un mandat double aux États-Unis, le plein emploi et l'inflation, mais on ne parle pas assez du 3e mandat, qui est d'avoir des taux longs bas. Ouais. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est pas tellement ce qu'ils font sur le cours, s'ils font 2, 3, ça, ils vont faire des baisses de taux, d'autant plus c'est Kevin Hassett qui est là, on va forcer un petit peu les choses à faire baisser les taux. On y revient. En revanche, ce qui va être intéressant, c'est ce qui va se passer sur les taux longs, parce que s'ils font mais ils peuvent intervenir sur les taux longs. C'est ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, s'ils font ça, normalement, ça a 2 effets très très forts. Ça doit faire monter les taux longs, pontification. Sauf si la Fed, ça doit énormément faire baisser le dollar. Sauf si la Fed fait un quantitative easing massif. Ou une opération twist, etc. Donc ça va être quand même un énorme enjeu, à mon avis, de ce qui va se passer d'ici mai. Ça, c'est un des gros trucs de 2026, ce qui se passe en mai. Sur la BCE, moi, je suis assez d'accord à dire qu'on est beaucoup plus proche du statu quo. Ce qui est très rigolo, c'est que la dernière fois qu'on s'était posé cette question, je me souviens, on me dit, ah bon, c'était probabilité d'une hausse des taux. Moi, j'avais dit 0, on me dit, ah bon. Mais voilà, déjà, on a évacué cette idée qu'on va avoir une hausse des taux. La probabilité est quand même plus forte sur une baisse des taux. Pourquoi? Moi, nous, on est au statu quo, mais quand même, on voit bien que les prix du pétrole, le risque, c'est que ça baisse fort, et que le risque, c'est que l'euro monte fort. Et tout ça, c'est plutôt quand même des facteurs qui pourraient faire tordre le bras. Moi, j'arrive pas à décider, on le garde ou pas? Est-ce qu'il est avec moi? Une fois sur deux. En fait, il a essayé. En fait, il n'est pas du tout d'accord, mais comme il a vu qu'il y avait une élimination. Moi, je suis un banquier central, donc si vous m'avez compris, c'est que je me suis mal exprimé. Moi, je pense que Donald Trump, il va faire comme ses amis chinois. Il va remettre la main sur la Fed. Enfin, il va mettre la main sur la Fed. Je pense que l'histoire de gouvernance, indépendance de la Fed, je pense que ça, il va falloir oublier avec Trump. C'est mort. Il va faire un quantitative Trump, c'est-à-dire qu'il va faire baisser les taux massivement. Je pense qu'on va arriver à 1 très rapidement, ce qui n'est pas du tout consensuel. Je pense que ça va faire exploser. Vous viendrez toutes les semaines. Non, mais je pense que c'est stratégique. Trump, j'ai jamais entendu ça, parce que vous avez vu qu'il a demandé à faire. Je vais le reprendre, ça. Je peux le reprendre. On va faire une monnaie à son effigie. Vous avez vu qu'il a demandé à ce qu'on fasse un billet. Mais c'est ce truc-là est hyper important, parce que déjà les Japonais le font, les Chinois le font, les États-Unis vont faire la mainmise sur la Banque centrale pour qu'elle soit un outil de politique économique. Et je pense que c'est ce qui guette les Européens, c'est ce qu'il faut qu'ils fassent pour reprendre la main et avoir une vraie vous présenterez l'émission avec moi très rapidement pour savoir si vous êtes éliminé, Pascal. Non, alors vous aussi éliminé. Allez, Pascal.
Pascal, vous ne croyez pas du tout à ce scénario? Non, je ne crois pas à ce scénario. Je sais qu'il n'a pas beaucoup de barrières dans sa tête. Perdu quand même 3 invités à la première émission. Non, moi j'ai du mal à croire que ça puisse se passer comme ça en tout cas. Puis il y a les militaires, il y a plein d'autres choses, etc. Oui, s'il a été, il a été kidnappé Maduro, c'est pas la Fed qui va poser problème. Entre un dictateur et quand même le patron de la Fed. Nous on dit 3 baisses aux États-Unis de 0,25. Donc on arrive à 3 en fin d'année. La BCE aussi en statu quo. Moi, ce qui va le plus m'intéresser, c'est aussi l'impact sur le dollar de tout ça. On va en parler tout de suite avec les marchés. On se retrouve en deuxième partie de l'émission pour parler des marchés, pour parler du gagnant, des gérants quand même, c'est important, le top ou le flop et évidemment les placements pour l'année. BFM Business présente C'est votre argent. Marc Fiorentino. Et on se retrouve sans invité pour cette deuxième partie de l'émission, puisqu'il n'y en a aucun qui était d'accord avec moi, sauf Alain. Mais Alain, de toute façon, on ne voulait pas le garder. Donc on se retrouve en deuxième partie de l'émission, mais vraiment, ça n'a pas duré longtemps, avec Jean-François Robin, Pascal Séville, Alain Pitou et Léa Dauphas. Très rapidement, je vous ai interrompu, Pascal, désolé. Oui, vous avez raison, le dollar, très important. Le dollar a tout changé sur l'allocation d'actifs cette année, on va en parler tout à l'heure, puisque globalement, si on regarde le S&P, qui a pourtant fait une performance assez spectaculaire, si on le corrige du dollar et qu'on regarde en euros, on n'a rien gagné ou presque. Vous enlevez en gros 13%. Voilà. On a fait la baisse du dollar l'année dernière. Donc vous dites que ça va être un gros élément, ça aussi. C'est un gros élément. Après, moi, je me suis toujours dit que le dollar, il avait baissé en début d'année, pas à cause des différentiels de taux, mais plutôt parce qu'il y avait une vraie défiance quand même dans le dollar. Il se passe plein de trucs autour du dollar aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit. Il y a vraiment un phénomène de dédollarisation et le dollar est de moins en moins la valeur refuge qu'elle a été pendant des années. Et ça, pour le coup, même dans les flux économiques, enfin dans tous les flux financiers qu'on peut voir, ça pèse moins qu'avant. Pour moi, ça c'est quand même un élément. Quand même, non ? J'ai l'impression. C'est marginal, mais c'est une tendance qui continue et qui devrait peut-être aussi continuer. Regardez ce qui s'est passé sur l'or, on en parlera après, mais des banques centrales qui ont un vrai désir de dédollarisation, qui sont beaucoup tournées vers l'or en vendant du dollar. Tout ça, ça a quand même de l'impact. C'est intéressant, ça, Jean-François. Vous croyez, vous, à cette théorie que le dollar n'est plus une valeur refuge, en tout cas, et puis une valeur centrale ? Alors moi, je suis vraiment quelqu'un de très convaincu par la dédollarisation depuis très longtemps. Ah oui, d'accord. Où c'est un moment de fond, on était à 78% des réserves, on a 58%, et ça s'accélère pour des raisons maintenant géopolitiques et pas économiques. La peur des sanctions, en fait. Mais non, mais ce qu'il y a, c'est qu'au départ, ce qui faisait baisser le dollar dans la part des échanges, c'est qu'il y a l'euro qui est arrivé, qui est monté à ses 20%, et c'est à peu près le poids de l'euro dans le PIB mondial. Le dollar, c'est 58% des réserves mondiales, c'est 26% du PIB mondial, donc il est 2 fois trop gros, et vous avez la Chine qui fait 3% des réserves mondiales, et c'est 20% du PIB mondial. Donc ce qui va forcément monter, c'est la part du yuan. En plus, dans leur plan quinquennal, les Chinois, ils veulent monter, donc ça va continuer. Et en plus de ça, là, il y a une espèce de maelstrom géopolitique, où quand vous êtes japonais, ou quand vous êtes un non-résident, c'est un record d'achat d'actifs américains l'année dernière, et pourtant, vous le disiez, le dollar, il perd 14% contre l'euro. Pourquoi ? Parce que c'est la première fois qu'on voit des Japonais qui achètent du Nvidia, du Amazon et des treasuries américaines. Moi, je pensais qu'ils en achèteraient moins, mais ils ont continué d'en acheter. En revanche, ce qu'ils ont fait pour la première fois, c'est qu'ils sont couverts. Et ça, c'est quelque chose de très nouveau. On flippe du dollar. Et donc, on achète de l'or, mais là où c'est hyper intéressant, c'est quand les gens, ils achètent de l'or, il y a un truc encore deuxième, un effet de dérivée seconde, c'est qu'on achète de l'or, mais on ne laisse pas notre or aux États-Unis. Et ça, c'est quand même un truc qui veut dire qu'il y a une défiance, la crainte que les États-Unis mettent la main. Vous nous dites dollar plus bas ? Pardon ? Vous nous dites dollar plus bas ? Oui, 1,21 en fin d'année, oui. Et vous, Léa ? 1,20, même scénario. D'accord. La dédollarisation, c'est un phénomène, un mouvement de taux long, c'est de temps long. Donc vous êtes aussi sur cette... Sur là-dessus, avec toutefois les questions, est-ce que l'émergence du stablecoin peut contrer la dédollarisation ? Qu'est-ce que peut faire l'administration américaine pour contrer cette dédollarisation ? Il y a une défiance. Est-ce qu'il y a une volonté de contrer la dédollarisation ? Très clairement. Oui. De la part de l'administration américaine, oui. Ce stablecoin. Non, mais quand Trump dit je m'en fous, je veux que le dollar baisse parce que c'est bon pour l'Amérique, quelque part, il joue la carte de la dédollarisation quand même. Oui, il joue cette carte. Oui et non, c'est comme les tarifs n'auront aucun impact sur les économies. Je pense qu'il faut faire attention avec la logique macro de l'administration américaine. Mais effectivement, c'est un mouvement de dédollarisation, mais plutôt sur du temps long. Avec des actifs et des nouveaux actifs qui vont probablement contrer ce mouvement-là. Et encore une fois, le dollar est moins dominant qu'avant dans les
perspective d'échange côté macro, dans les actifs financiers, on reste quand même avec une dominance clé. On en parlera tout à l'heure quand on parlera des allocations, mais c'est quand même un facteur quasiment déterminant, discriminant même sur la performance des portefeuilles. Quand on regarde des portefeuilles équilibrés notamment, et le truc, le 60-40 classique, il s'est fait encore défoncer cette année avec la baisse du dollar, malgré c'était un vrai détracteur de performance l'année dernière, c'est certain. Incroyable. Sur les 6 premiers mois, parce qu'après, depuis 6 mois, le dollar, c'était stable en tout cas. Plus stable. Allez, on passe tout de suite au marché et on va commencer avec depuis le début de la semaine. Donc ça a bien démarré la semaine. On a des performances qui sont plutôt bonnes. Vous parliez tout à l'heure du Japon, Jean-François. On a le Nikkei qui continue sa hausse, Shanghai qui a continué à monter, l'indice World qui est à 0,9%. La bourse en 2026, Pascal Séville. Alors, on est globalement positif quand même, avec en fait des réserves sur certaines zones et d'autres sur lesquelles on est beaucoup plus positif. On est quand même toujours nous sous-pondérés sur les États-Unis sous-pondérés parce que les attentes sur la croissance. En base euro, c'est-à-dire qu'aussi il y a l'aspect dollar. Absolument. Okay. Mais là, c'est vraiment sur le marché parce qu'on estime que la croissance des bénéfices par action qui est attendue est quand même très élevée, avec des valorisations qui sont très tendues et en fait, ça laisse quasiment aucune place pour toute mauvaise nouvelle. Donc vous avez, là d'ailleurs on le voit bien, il commence à avoir un petit peu de rotation des indices avec des valeurs techno qui commencent à être délaissées. On voit bien quand même qu'il y a une crainte par rapport à toutes ces valeurs tech qu'il y a sur lesquelles, je crois que c'est 22% la croissance des BPA qui est attendue juste sur les bénéfices par action. Des bénéfices par action. Donc on est quand même assez prudent sur cette zone-là et en fait on sous-pondère les États-Unis au profit des émergents dans lesquels nous continuons de croire encore beaucoup. Donc tous les émergents, enfin pas y compris la Chine, y compris la Chine, mais nos grosses préférences c'est sur la Corée du Sud et l'Inde. J'en parle. Corée du Sud qui a quand même fait plus de 70%. Oui, mais on continue de penser qu'il y a des facteurs qui vont continuer à supporter ça. On a bien la Suisse aussi, et pas parce qu'on est une banque suisse, mais parce qu'on trouve que... Vous n'avez pas le choix, ça, c'est comme... Si, on a le choix. Mais on trouve qu'il y a des valeurs de qualité. En fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la partie... On vous enferme dans un coffre avec de l'or. Les valorisations, très important. Donc, en gros, l'idée, c'est d'élargir vraiment la partie sectorielle, la partie régionale, et sur les secteurs aussi, donc se désengager globalement de tout ce qui est tech. Progressivement, on y reste quand même. Ouais. C'est impossible de ne pas y être de toute façon. Mais ce qui nous intéresse beaucoup comme secteur cette année, la santé, les services publics et les matériaux, pour des questions de nouveau de valorisation, pour des questions de tendance structurelle, l'électrification, dépenses IA, etc. Donc voilà, prudence, mais globalement, on est quand même positif. Alain, juste sur la bourse, après on fera l'allocation d'actifs. Alors sur la bourse, en fait on est comme l'année dernière sur je travaille avec mes amis d'AI4 Alpha qui font un niveau de stress et en fait on regarde le stress, il est assez faible aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est... on disait avec Jean-François avant de commencer l'émission, avec tous les événements qu'on a, la volatilité, elle est très très basse. Oui, alors ce qui est intéressant avec la manière de travailler de AI4 Alpha, c'est qu'on on couvre tous les marchés, c'est-à-dire qu'on va des matières premières, les devises, et en fait c'est l'ensemble de ça qui est en stress très faible et qui donne l'idée d'être quand même investi sur les marchés. Et on voit pas de dérive de stress arriver, c'est-à-dire qu'en fait ça arrive par la volatilité sur les devises, une volatilité sur le crédit, avec des accidents de crédit, il y en a pas. Donc le crédit reste très fort aujourd'hui, donc on a ce marché qui est assez soutenu. Alors après... donc vous dites... Plutôt positif aujourd'hui. Alors après, ce qui se passe, c'est que sur les actions, c'est le seul endroit, on va dire, où il peut y avoir un peu de stress par moment. Mais comme les fondamentaux économiques, la liquidité des marchés reste bonne, chaque baisse est achetée. Et en fait, c'est ce qu'on remarque depuis maintenant plusieurs années. Et ce phénomène-là, il continue. Alors après, ce qui est vrai, et moi je pense que c'est un peu l'inquiétude pour l'année 2026, c'est que les scénarios de risque qui nous feraient décaler, c'est si on est emmené par une contamination qui viendrait des devises, et ce qui peut quand même arriver, ou sur le crédit, là on pourrait avoir un marché qui recule très nettement. C'est-à-dire qu'il n'est pas aujourd'hui organisé pour être suffisamment fort. Il va gérer des stress ponctuels, la période des tarifs, des trucs comme ça, qui durent quand même un mois ou deux, il faut quand même être solide. Mais si jamais on avait un truc un peu plus fort, là on serait quand même très embêté, et je pense qu'il faut faire vraiment très attention à la liquidité
liquidité quand on investit aujourd'hui. Mais vous êtes plutôt modéré. Du coup, c'est plutôt positif. Au moins. Léa, vous faites des prévisions aussi sur la bourse On fait des early warning signals. Donc, est-ce que dans l'environnement macro, on a des signaux qui donnent à très très court terme, on va faire la même chose, qui donnent à très très court terme des probabilités élevées de choc. Qu'est-ce qu'ils vous disent vos signaux? À ce stade, en tout cas sur les signaux de janvier, c'est des signaux de très court terme. On n'a absolument pas de signal et on est dans la poursuite de ce qu'on a observé l'année d'avant. Nous, ce qu'on essaye de mesurer, c'est est-ce qu'on a un choc sur les marchés actions suffisamment significatif pour faire basculer le scénario macro, tant sur le crédit que sur les equities. Pour l'instant, il n'y a rien. Non, on n'a pas de signal. Mais généralement, ce truc, il marche quand il se passe un truc. Il y a un track record de 78% d'annonces de. Non, parce que souvent, on dit, avant la tempête, il se passe rien. Non, j'ai le track record pour. D'accord. Donc, non, et en tout cas, sur le mois de janvier, on n'a pas de signaux de déclencheur de crise. Jean-François, on disait tout à l'heure, avant de rentrer, que les estimations, il y avait un consensus sur la bourse américaine. C'est très frappant. Oui, mais ce qui est très frappant et peut-être un petit peu flippant, c'est qu'il y a un énorme consensus pour dire que tout va bien se passer. Quasiment unanime. Vous voyez, notre scénario centraux, ils sont finalement assez rassurants. Simplement, c'est qu'il y a cette espèce de consensus que la bourse va monter, que la Fed va baisser ses taux, qu'il n'y a pas d'inflation circuler, il n'y a rien à voir, tout va bien se passer, mieux qu'en 2026, qu'en 2025. Simplement, on voit quand même qu'il y a une énorme concentration de la performance, on va en parler dans les actions sur la tech, qu'à chaque crise, ça vient du crédit. Et bon, moi, je vais reprendre les propos d'un prix Nobel, mais il y a... Parlez d'Alain. Oui, voilà, d'Alain, je vais citer Alain. Non, mais en fait, il n'y a aucune phase d'expansion économique qui meurt toute seule, c'est la Fed qui les tue. Ouais. Et donc, il peut y avoir plein de choses qui peuvent arriver, notamment le fait qu'on se plante complètement et que la Fed, du coup, il monte les taux ou il ne baisse pas les taux et qu'il y a un accident de crédit. On voit bien qu'il y a eu des incidents de crédit. Ouais. En plus, il y a la dérégulation aux États-Unis. Ouais. Il y a eu quand même des stress bancaires. Il y a des spreads qui sont très, très bas. C'est ça le truc qu'il faut regarder en 2020. Moi, je pense que de toute façon, les crises viennent du crédit. Il viendra du crédit. C'est toujours de là que ça vient. C'est de là que ça vient et ça viendra de là. Et donc, je pense qu'il faut se méfier. Plus évidemment, des bulles évidentes sur un certain nombre de valeurs, mais et des devises. On ne sait pas d'où ça viendra. Mais nous, on a un track record à 78% qui nous dit qu'on peut. Pour le mois. Pour le mois. Non, mais je pense que je peux dormir un mois déjà, c'est pas mal. C'est le point clé du scénario, c'est-à-dire qu'on a tous un scénario qui va bien, mais qui repose sur des bases extrêmement fragiles. Et on a un marché qui est très long. Enfin, personne ne short le marché. Moi, c'est ça qui me dérange, c'est que si d'un coup, s'il y a un retournement, ça va être d'une violence assez rapide. Et encore une fois, je vois pas quels sont les facteurs. Typiquement, si on se dit, tiens, qu'est-ce qui pourrait faire monter le dollar? Le truc qui fait monter le dollar, c'est pas bon pour les marchés, tout ça. C'est plutôt une Fed qui prend tout le monde à revers. C'est des choses vraiment, des régimes de risque qui basculeraient dans un régime de basse volatilité, un régime de très forte volatilité. Tout d'un coup, le dollar là redevient une valeur refuge. Donc un optimisme, globalement, un optimisme prudent. Mais ce qui change sur les marchés, je pense quand même par rapport à avant, c'est que avant les instituts et autres, ils mettaient quand même beaucoup de temps pour changer d'alloc et se couvrir, et donc ça générait un temps de contamination très long. Maintenant, c'est fini tout ça. C'est-à-dire que quand ça doit être décalé, les gens, ils se couvrent, ils adaptent très rapidement. Après, le problème, je pense, c'est si c'est juste concentré sur les actions. À part si c'est un effet macro, mais ça ne se voit pas tout de suite, ça va être acheté. Ça sera de courte durée, comme on a vu en avril. Allez, on passe tout de suite, on ne perd pas de temps, on passe tout de suite au placement de l'année et à votre allocation. Là, j'ai de la chance, j'ai les deux spécialistes de l'émission de l'allocation. Allez, Alain. En ce moment, 40% actions, ce qui est quand même pas mal par rapport à ce que j'ai fait. Vous êtes remonté, donc? Oui, je suis remonté récemment, avec une grosse diversification, pas d'États-Unis en fait, juste un peu de santé, et 60% de bonds, avec pas mal de high yield, donc un peu de crédit quand même. Et le reste, c'est au rendement. Au rendement, voilà. Au rendement d'entreprise, parce que c'est là qu'il y a un peu de rendement. Donc tant que vous disiez tout à l'heure, il faut faire attention au risque. Oui, faut faire attention, il faut être liquide. C'est-à-dire que là, les genres de placements que j'ai sont assez liquides. Et j'avais une grosse position à un moment donné, j'étais monté à 25% entre l'argent et l'or. Ouais. Et là, j'ai vendu, j'ai tout vendu au fil. Vous avez vendu tout l'or? J'ai tout vendu. Vous n'avez plus rien? Non. Chez vous, vous dites ça pour ne pas être hijacké? Non, pas du tout. J'ai tout mis en comme les spécialistes. J'ai plus d'or. Non, mais j'ai plus d'or. Je déclare officiellement qu'il n'y a plus d'or dans mon pavillon. Par contre, je pense effectivement que structurellement, il va repartir. Mais là, c'est un trade qui est trop consensuel. Et donc. Et Bitcoin, non? Non, Bitcoin, non, j'attends. Pourquoi? Parce que, en fait, je pense on me reproche ça. Je reçois toujours des mails en me disant, mais vous êtes tellement ringard, ce que je sais. Régulièrement, quand je publie ça, j'ai des commentaires, c'est alors, il n'y a pas de Bitcoin, c'est une allocation ringarde. C'est ça. Le problème, c'est que les gens qui m'ont dit ça, on était à 120 000 euros, à peu près, 120 000 $. C'est les mêmes qui vous disaient ça à 15 000 aussi. C'est ça, oui, d'accord. Enfin, ils ne me le disaient pas à l'époque. Mais. J'étais pas né. C'est ça. Non, mais donc, je pense que, moi, j'attends un petit peu. Je pense que, pareil, sur le Bitcoin, il faut que ça se calme, les tensions sur le Bitcoin. Mais ça, Pascal, à vous. Alors, sur l'allocation,
attention sur un équilibré toujours. Oui, parce tout à qu'on a fait, plusieurs Pascal. profils de risque, bien entendu. Absolument, nos clients souhaitent. c'est bien compris. Nos grandes fortunes dont vous parliez. Ouais. On est à 46% en action. En fait, on n'a pas tellement évolué par rapport à ce que j'ai indiqué la dernière fois. Donc, globalement, on est surpondéré, et comme je l'ai dit, surpondéré US et surpondéré émergent et suisse. Je dis juste un mot sur les émergents, ça nous paraît une zone vraiment intéressante parce qu'il y a une décote. Déjà, l'environnement macro est favorable avec un dollar plus bas qui pourrait continuer de baisser. Il y a une vraie décote avec une attente sur la croissance des bénéfices par action qui est plus intéressante que dans les pays développés. Donc les émergents nous paraissent tant au niveau des actions que des obligations venant des émergents mais libellées en devises fortes, intéressantes. Et il manque beaucoup de flux de capitaux vers les émergents. Ça reste encore sous-pondéré dans pas mal d'allocations. Ça a été plutôt des flux locaux l'année dernière qui devraient continuer, mais avec des flux internationaux qui devraient arriver également. Sur la partie obligations, on est globalement neutre, on a 38% en obligations, on surpondère les obligations émergentes et on sous-pondère les obligations d'État. On a toujours 10% d'alternatives qui pour nous sont vraiment des moteurs de stabilisation des portefeuilles. Donc ça, c'est toutes les stratégies hedge fund, donc qui sont décorrélées des classes d'actifs traditionnelles, et on garde 4% d'or, sur lequel on est toujours surpondéré. L'or, on en a parlé, des dollarisations des banques centrales qui sont toujours très acheteuses, des particuliers aussi qui sont très acheteurs en ce moment, et plus le dollar est bas. Sauf qu'on a Alain qui a tout vendu. Sauf Alain qui a fait bouger le marché, ce qui m'a permis d'en racheter, merci beaucoup. Et plus le dollar est bas, et plus on a envie... C'était lui. C'était Pascal qui a racheté. Voilà. Et plus on a envie de détenir de l'or, parce que le coût de détention est moins important. Si vous voulez, quand vous avez un dollar qui, sans risque, vous paye 4%, c'est plus difficile de se dire qu'on va aller sur l'or qui ne paye pas de dividendes. Donc pour nous, ça reste les deux facteurs, les deux choses qui nous plaisent cette année, les émergents et l'or, et l'allocation diversifiée avec un désengagement de tout ce qui est très valorisé. Diversification. Top ou flop de l'année pour vous, Léa? Alors j'ai eu du mal, je me suis dit que j'allais mettre cette semaine entière en flop, parce que la rentrée a été beaucoup trop compliquée. À cause de la neige, la tempête. Ah non, toute la semaine, entre le Venezuela, la Colombie, Cuba, le Groenland, l'Iran, on augmente les besoins de défense, mais en même temps on met des restrictions sur les dividendes, on rajoute, on demande à Fannie Mae et Freddie Mac de rajouter des MBS, mais en même temps on refuse que les autres fonds de private equity ou autres. Donc la première semaine est un flop. La première semaine qui est censée être une semaine positive, qui nous fait donner l'année. Elle se termine bien puisque vous êtes venu chez nous. Très bien, mais je suis virée. Donc... Ah oui, c'est vrai. J'avais déjà oublié. Pour moi, est un flop. Alain. Alors moi, c'est Trump et ses 50% d'augmentation de budget de la défense. Ça l'amènerait à 1500 milliards de dollars contre 900 aujourd'hui. Son objectif, c'est une armée de rêve. Donc bon, c'est pas trop ce que c'est, mais enfin, en tout cas, c'est une armée de rêve. C'est financé par les droits de douane. Alors c'est ça qui est amusant. Enfin, oui, qui doit financer la baisse d'impôts. Voilà, c'est là que ça commence à délirer un petit peu. Et puis l'autre point, et ça c'est, je pense, c'est à avoir à l'esprit quand on est acheteur de valeurs de défense, c'est l'intervention de Trump qui dit il faut plafonner les salaires des patrons qui respectent pas tout à fait les contrats, il faut limiter les dividendes, et le fait de vouloir acheter de 200 milliards pour soutenir le marché de l'immobilier, ça aussi c'est une immixtion totale de l'État dans l'économie. Ça fait réfléchir. Oui, on verra. Enfin, en tout cas, je le notais. Alors c'est un top. Je crois que c'est la nouvelle expression de l'émission. Pascal. Allez, moi j'ai un petit top rigolo. Alors l'IA peut prévoir plein de choses, mais les pizzas également. Moi je voulais vous parler du Pentagone Pizza Index parce que je trouve ça quand même assez fabuleux, mais qui est bien réel parce que ça a été prouvé plusieurs fois. Alors ça date des années 80 quand les Marines US avaient envahi Grenade. C'est de là que ça a commencé. Et en fait l'idée elle est simple, c'est de scruter ce qui se passe notamment par exemple chez Domino's Pizza qui se situe à 1,4 miles du Pentagone. Et la veille typiquement du Venezuela, les commandes ont augmenté 333%. Donc on peut aussi utiliser ça comme indice pour pouvoir prévoir les événements géopolitiques. Donc la pizza à la place de l'IA. Voilà, la pizza à la place de l'IA. C'est pizza par alpha. Je regarderai ce week-end sur Google Maps la fréquentation du Domino's Pizza et je vous dirai s'il se passe des choses. Mais il doit y avoir toute une équipe qui est autour maintenant du Domino's Pizza. Jean-François. Moi, il y a un petit top de la semaine pour être provocant, c'est quand même le chiffre de 83%, c'est-à-dire qu'on vient de signer avec le Mercosur. Le Mercosur, c'est 83% du PIB de l'Amérique latine. On vient de signer, et c'est l'excellente nouvelle pour l'économie européenne et en général, et en particulier pour l'économie française. Il ne faut pas oublier ça, contrairement à ce qu'on entend de nos hommes et nos femmes politiques. C'est une très bonne nouvelle qu'on ait un accord de
libre-échange. C'est quoi un bon accord de libre-échange ? Un bon accord de libre-échange, c'est quelque chose que vous négociez sereinement, longuement, où on peut prendre en compte tous les aspects. Le truc a commencé en 99. Ouais. On fait attention aux perdants de cet accord. Depuis 99, quand on a commencé à discuter, le premier truc qu'on s'est dit, faut faire attention aux agriculteurs, notamment européens et en particulier français. Il faut que ce soit un accord, si possible, à peu près équilibré. En l'occurrence, les accords qu'on vient de signer avec le Mercosur, cet après-midi, on a a priori le vendredi. Eh bien, on a 111 milliards d'échanges, à peu près parfaitement équilibré entre importation et exportation. Même si ça ne devait pas être le cas, c'est toujours bon d'avoir un accord de libre-échange. Donc en fait, c'est une très très bonne nouvelle. On vient de signer avec une zone économique, 670 millions de personnes, 270 millions pour le Mercosur. C'est une très bonne nouvelle pour l'économie européenne. On me dit dans l'oreillette qu'il y a 2 tracteurs qui vous attendent, à la sortie. Pour rentrer chez vous, il y a un tracteur qui veut vous ramener, mais on n'est pas en charge de la sécurité, nous. Allez, on passe tout de suite à ce que vous attendez avec impatience. Le top 3 2025 musique. Sébastien Lalvé, 46% numéro 1. Bravo. Frédéric Rosier, 45,7%. Franchement, bravo. Céline Pic-Malprat, 38,1%. Des performances spectaculaires. On les salue tous les 3. On va les recevoir bientôt dans l'émission. Maintenant, ce que je voudrais quand même, est-ce qu'on a une musique qui fait peur là ? Bah oui. Allez, je commence par Alain. Alain, je suis prêt. La France vous regarde. Bon, vous êtes pas mal, hein. Vous avez fait 20% sur l'année. Ouais. C'est mieux que les indices. Hein. Ouais. Alors, vous avez du Rocket Lab. Alors ça, Rocket Lab, je suis tombé sur les fesses, hein, si je peux me permettre, pour pas dire autre chose. 173% de hausse sur l'année. Et ça avait monté, ça avait déjà doublé l'année dernière. Ouais. Donc on continue ça. Je garde. Oui. Ah ouais. Ça fait partie des thèmes. Je croyais qu'on allait parler de ça, les jokers pour 2026. Ouais. Et je sais pas, vous avez trouvé ça où dans un truc d'émission. Vous nous avez envoyé. IBM, je garde aussi. Novo Nordisk. Novo Nordisk, la dernière fois, je m'étais posé la question et je garde parce que je pense que c'est en train de repartir. Donc... Avec le comprimé, là. Pardon, oui. Avec le petit comprimé. First Solar. First Solar, même chose, je garde. Visa. Oui, tout à fait. Dell Technologies. On garde, oui. Microvast. Microvast, alors ça, c'est fait partie des paris que j'ai de temps en temps sur le portefeuille. C'est un pari sur les batteries. Et je crois que c'est un thème de 2026 aussi. Donc, très Constellation Énergie. Oui, je garde aussi. The AES Corporation. C'est des drones, donc je garde. Ouais, donc ça c'est bon, ça. Oui, c'est bon. American Electric Power. Même chose, je garde. Aérovironnement. Non, pardon, c'est ça les drones, pardon. C'est ça, aérovironnement, pardon. Ouais. Qu'est-ce qu'on achète ? Alors on achète Nebius. C'est une société hollandaise, mais qui est cotée à New York, qui fournit des infrastructures informatiques qui sont indispensables pour le développement de l'intelligence artificielle. Alors j'ai vu que pour gagner le prix, cette année, ça a augmenté les prix, je crois, les gains. Ouais, bah Sébastien Lalvé, là, il est refait. Hein. Voilà. Avec il fallait faire plus de 40%. Parce qu'on l'a pas dit, ça, mais l'allocation pour le top gérant, il est monstrueux. Voilà, c'est ça. Le cadeau, c'est. En tout cas, donc, moi, j'achète une valeur qui est un peu spéculative parce que elle est encore en perte. Il y a beaucoup d'investissements, mais elle a signé de gros contrats en 2025 et il y en a pas mal qui s'annoncent pour 2026. C'est une valeur qui est chère, pas chère. C'est une valeur qui est chère. Elle est en perte, donc de toute façon, elle est chère. Hein. Elle a signé avec Microsoft et avec Meta des contrats sur 5 ans. Et on anticipe une croissance de 30 à 40% l'année prochaine des chiffres d'affaires. Allez, on achète. Une belle valeur. Voilà. Pascal, je vais vous mettre la musique. Hein. Une belle valeur. Vous y avez droit. Moi, 40%, je plus envie de jouer. Hein. Vous êtes prête ? Prête. La France vous regarde. Visa. Je garde. Salesforce. Je garde. ASML. Pareil, marche bien. Sika. Pareil. Thermo Fisher Scientific. On garde aussi. Microsoft. Oui. Infineon. Pareil comme ASML. Alphabet, je garde. Richemont. J'ai pas le choix. non, mais je garde. Génière. Je garde aussi. Ferrari, vous n'avez pas le choix non plus. C'est le seul moyen d'avoir des réducts. Bah, c'est ça. Et vous en avez au moins ou pas ? Ferrari ou des actions Ferrari ? Non, des réducts sur les Ferrari, parce que je voulais vous en parler. Eaton. Je garde. Marsh & McLennan. Je garde. Iberdrola. Pareil. Uber, c'est ce qu'on avait acheté la dernière fois, je garde aussi. Ouais. Et là, on achète une Jean-François, pas besoin d'Uber, il rentre en tracteur. En tracteur. J'achète une valeur qui s'appelle Datadog. C'est une société qui a été fondée Datadog, pas Datadog. Datadog, qui a été fondée par 2 Français, mais énorme, aux États-Unis, et qui est cotée au Nasdaq. Donc la société, elle a été fondée en 2010, ça a été coté depuis septembre 2019 au Nasdaq. Et en fait, c'est une société qui fait de l'observabilité sur les systèmes informatiques. Donc en gros, l'idée, c'est d'aller regarder ce qui se passe sur un site internet de ses clients et de résoudre tous les problèmes qu'il peut y avoir. Par exemple, s'il y a un panier qui va rester 20
minutes sans être validé. Est-ce qu'il y a un problème de flux, quelque chose qui ne fonctionne pas? Donc, ils arrivent à résoudre le problème. Ça, c'était le métier de base. Après, ils se sont diversifiés dans autre chose. Ils font de la data client aussi. Ils regardent tous les indicateurs de performance. Ils regardent tout ce qui est positionné dans tout ce qui est sécurité dans le cloud. Alors, cette entreprise est intéressante parce que son marché adressable est très important. C'est un marché de 41 milliards aujourd'hui de dollars, avec une croissance de ce marché chaque année qui est intéressante. Elle a cette sorte de mixité de produits qui est aussi intéressante. Elle a pas mal corrigé sur cette année. Donc, on pense que le point d'entrée est bien aussi. Donc, c'est un petit pari, peut-être un peu différent de ce que je propose d'habitude, mais on avait envie de la mettre en valeur. Très bien, voilà, on a de quoi faire là. Vous étiez plutôt tous relativement positifs sur l'économie, tous relativement positifs sur la bourse, donc ça veut dire qu'on va avoir une année de merde, probablement. Et puis vous avez assisté donc à la première saison de la nouvelle émission, qui est un peu comme The Voice, c'est-à-dire qu'on a eu 3 éliminations de candidats. Le fauteuil ne s'est pas retourné. Bon, et Alain qui reviendra donc toutes les semaines. En tout cas, merci de nous avoir suivis, merci à tous nos invités, merci d'être venus. On se retrouve la semaine prochaine et on me dit juste à l'oreillette que l'émission de la semaine prochaine sera exceptionnelle avec des nouveaux invités, donc on va en éliminer à nouveau 3. Surtout n'oubliez pas que vous pouvez nous écouter, nous voir, nous revoir, nous réécouter en replay et en podcast sur toutes les bonnes plateformes et on va battre des nouveaux records en 2026, c'est promis. C'est votre argent sur BFM Business.